qu'on a plein de choses à se dire, et notamment, Philippe, tu voulais insister sur revenir sur les neurosciences, le cerveau, l'importance que cette élégance a sur notre cerveau, en fait, sur notre bien-être, de manière tout à fait biologique. C'est ça, je voulais rebondir sur notre passion commune du cerveau et de sa connaissance. Emmanuel ayant écrit un livre qui est très intéressant, qui permet d'activer plein de choses en entreprise. Je pense notre quête, c'est vraiment de comprendre comment ce qu'on sait sur le cerveau s'applique en entreprise pour améliorer, pour être encore plus efficace, bien sûr, dans nos tâches, mais aussi pour connecter au plaisir du travail, pour connecter au sens, pour connecter au travail d'une façon plus engagée. Et donc, c'est maintenant le lieu qu'on voulait échanger là-dessus. Et c'est peut-être on part du cerveau et de ce qu'il est. Emmanuel, peut-être tu commences, hein, parce que c'est toi c'est ta tribune. C'est quoi ce cerveau et comment on engage un cerveau dans un travail managérial? Oh, vaste sujet. Alors, le cerveau, c'est l'organe le plus complexe de l'univers connu à ce jour. Et j'aime bien dire que c'est l'organe le plus merveilleux et le plus maléfique à la fois, parce qu'il comporte des fonctionnalités, des fonctions cérébrales qui vont être très aidantes au quotidien, c'est-à-dire qu'ils vont nous aider dans plein de choses et mieux connaître son cerveau, ça permet de gagner des heures en performance et vraiment, ça devrait être quelque chose qu'on apprend tout petit à l'école, la manière d'optimiser son cerveau, tellement c'est précieux et utile et tellement la connaissance aujourd'hui peut nous faire des bonds de géants. Et en même temps, et tu le disais tout à l'heure, Philippe, il est ancien ce cerveau, tu le soulignais, Pauline, c'est un vieux cerveau, c'est-à-dire qu'il a que peu évolué. Et donc, du coup, on garde certains archaïsmes du temps où on était des hommes et des femmes de Cro-Magnon, hein, du temps où on chassait le mammouth et du temps où la peur devait nous alerter pour qu'on puisse survivre. Ben, on garde certains archaïsmes. Typiquement, l'émotion négative nous marque plus que l'émotion positive. Donc, elle va s'ancrer en nous de manière plus puissante. Donc, dans un rôle managérial, ben forcément, il va falloir prendre en compte à la fois la puissance de ce cerveau et puis aussi son caractère archaïque parce qu'il comporte non seulement des biais qui nous induisent en erreur parce que notre émotion nous trompe très souvent. Et puis, du coup, on ne peut rien y faire, c'est-à-dire que tous ces biais cognitifs qui nous induisent en erreur, qui sont des raccourcis de la pensée, le cerveau va un peu trop vite. Et on a besoin de ce cerveau qui va un peu trop vite parce que le cerveau est extrêmement consommateur d'énergie. Il pèse 2% de notre poids et il consomme entre 20 et 25% de notre énergie corporelle. Donc, heureusement qu'il cherche à s'économiser toute la journée. Sinon, il brûlerait complètement. Mais en s'économisant, bah, du coup, parfois, clac, il ferme un peu trop vite la porte et il nous entraîne dans des erreurs décisionnelles. Et c'est tous les biais qu'on peut connaître autour de la décision, notamment, qui sont utiles à connaître, non pas pour les contrer, parce qu'on ne peut pas les contrer, mais pour mieux les adresser. Et puis, c'est aussi utile de comprendre les archaïsmes de notre cerveau, parce que dans notre cerveau, on a par exemple une zone qui s'appelle le cortex singulaire, qui est une zone qui nous pousse à chercher du sens dans tout ce qu'on fait. Et tous les êtres humains l'ont, cette zone-là de cortex singulaire. Donc, on est à la recherche de sens. Et le sens n'est pas que professionnel, évidemment, mais on passe quand même une grosse partie de notre temps au travail. Merci beaucoup, cher Emmanuel, pour toutes ces précisions. Et on sait aujourd'hui qu'il y a des choses à faire sur son cerveau, prendre soin de lui et qu'il nous fasse moins de feintes trop négatives. Pour les plus simples, dormir, manger correctement, voir la lumière. Enfin, c'est des petites choses comme ça que tu détailles aussi dans ton livre et que tu nous expliques plus en détail à l'occasion de tes interventions. Philippe, pourquoi selon toi il est impossible aujourd'hui quasiment, ou alors du moins inconscient, de manager sans prendre en considération cette force de notre cerveau? Alors, il y a plusieurs théories sur ce sujet. Il y a une chose que je trouve très intéressante, c'est de dire que finalement, quand on stresse, il n'y a pas de bon stress et de mauvais stress, hein, selon la définition du stress. Quand vous stressez une personne, bah, vous la stressez et ça va avoir un impact sur elle, qu'il soit à moyen terme ou à long terme. Et on observe qu'effectivement, stresser des gens, les mettre dans des situations où on les coince au coin du mur pour maintenant, il faut que tu produises un résultat, sinon je vais te faire partir de la société, qui par exemple pourrait être un stress quand même assez fort, ou sur une tâche, ou sur n'importe quel autre type d'action, c'est complètement contre-productif
quoi qu'on dise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'idée avec le stress, c'est une mauvaise idée parce que vous n'obtenez pas de vos collaborateurs la meilleure efficacité au travail. Mais ça rend le sujet très complexe parce que du coup, si on ne lit plus avec le stress, si on ne lit plus, on en a parlé tout à l'heure de l'autorité, avec l'ordre donné, comment l'idée? C'est ça la vraie question aujourd'hui qu'il faut se poser, c'est comment, avec tout ce qu'on sait du cerveau et avec tout ce qu'on connaît maintenant, ce que vous disiez, qui est très intéressant, des biais cognitifs, comment avec tous les pièges que l'on connaît, parce que en fait on est deux dans ce cerveau, et moi j'aime beaucoup cette image du loup blanc et du loup noir que je reprends, c'est quand on demande à une personne, finalement, le loup noir, vous imaginez quelqu'un qui est anxieux, qui est vorace, qui est toxique, qui veut en permanence mordre, qui est très agressif. Et le loup blanc, vous imaginez quelqu'un ou un loup, plutôt que quelqu'un qui est dans la bonté, dans la bienveillance, dans la générosité, dans le partage. Et quand on pose la question de, mais finalement, quel est le loup de ces deux loups dans notre cerveau qui gagne? Et la réponse du grand sage indien de cette fable américaine, c'est celui qu'on nourrit le plus. Donc, il faut nourrir notre loup blanc, il faut nourrir notre ouverture, notre connexion, notre capacité d'écoute. Mais une fois qu'on a dit ça, on est quand même encore des animaux émotionnels. Et ce n'est pas toujours simple. Je pense que les pratiques quotidiennes nous font parfois dépasser nos mots. Nos mots dépassent nos pensées. Hein. Ça se dit en français. C'est lié à nos émotions. Et diriger nos émotions dans la bonne direction, comme le disait Emmanuel, ça, c'est un vrai travail au quotidien. Et c'est le travail qu'il faut engager maintenant pour changer la façon dont on lead aussi nos équipes. Et ces émotions, c'est vrai que c'est un terreau tellement riche qui peut être quelque chose qui peut nous apporter beaucoup. Tamara nous interroge, cher Emmanuel, elle nous dit, vous dites que nos émotions nous trompent, pouvez-vous nous en dire plus? On va conclure notre session Alors, c'est le sujet du biais cognitif, Emmanuel. Alors, les biais cognitifs, c'est un sujet passionnant. Il y en a plus de 150 répertoriés. Quand on a écrit notre livre l'année dernière, il y en avait 150 et je crois qu'aujourd'hui, il y en a 180 de répertoriés. Donc, c'est exponentiel la recherche sur ce domaine. Pour donner un exemple, par exemple, de la manière dont les biais cognitifs nous trompent de manière non souhaitée, je vais prendre un biais qui est le biais de négativité. Après, je terminerai par une touche plus positive quand même parce que je ne veux pas terminer sur le biais de négativité. Mais le biais de négativité, c'est un bon exemple parce qu'on peut s'en rendre compte chez nous-mêmes. Il est assez facile à déceler même quand on l'a nous-mêmes, ce qui est plus compliqué avec d'autres biais. Parfois, on les voit chez les autres, on a plus de mal à les percevoir chez nous. Or, le biais de négativité, il est très facilement décelable. On a passé une semaine formidable, tout s'est bien passé, on a reçu des super feedbacks. Pauline, toi, tu aurais fait des super émissions. Philippe, des super missions. On aurait écrit plein de choses chouettes. Puis en fin de semaine, vendredi, il se passe un petit quelque chose, mais tout petit, une petite poussière qui nous agace. 3 fois rien. Quelque chose, on voit un collègue et puis, je sais pas, le courant passe pas très bien. Une micro-poussière. Et puis, on pense qu'à ça tout le week-end. Et ça arrive 0,01% de notre semaine. Mais ça nous a marqué négativement et donc ça s'ancre. C'est l'idée de se dire, on fait une super journée de formation, tout va bien. Et puis, il y a un participant qui fait une remarque à un moment donné, ça nous froisse un petit peu. Et on a l'impression que toute notre journée prend une tonalité plus négative. Et ça, c'est le biais de négativité. Et c'est un archaïsme de notre cerveau, c'est parce qu'à l'époque, l'émotion négative, encore une fois, devait nous alerter pour nous protéger. Donc, on y est plus sensible qu'à l'émotion positive. Donc, 1% de négativité, ça peut gâcher toute une journée, toute une semaine. Et ça, on peut s'en rendre compte. On peut se dire, là, je suis dans mon biais de négativité. Là, toute ma semaine s'est hyper bien passée. Là, il y a eu une micro-poussière, ça ne va pas me gâcher tout le week-end. On peut s'en rendre compte. C'est-à-dire, une fois qu'il est arrivé, on peut lutter contre lui. Et alors, notre petite pastille promise de positivité, cher Emmanuel? Oui, bien sûr. Ce que tu disais, Philippe, tout à l'heure sur le loup blanc et le loup noir et celui qu'on nourrit le plus, je trouve que c'est fondamental parce qu'il y a quelque chose qu'on dit beaucoup en neurosciences et en psychologie positive, c'est que finalement, nos choix définissent qui on est et que nos pensées nous définissent aussi. C'est-à-dire qu'on a le choix de penser ce qu'on veut penser par rapport à une situation et c'est ce qu'on appelle la réévaluation cognitive. Et quand il pleut dehors, je peux me dire, il pleut et je vais être mouillée et il fait froid. Ou bien je peux me dire, il pleut, c'est chouette, les enfants vont mettre des bottes, ils vont jouer dans les flaques. Et puis les agriculteurs vont être contents parce qu'ils ont besoin d'eau. Il y a plusieurs façons de voir les choses.
Et voir les choses de manière la plus positive, c'est aussi ce qui nous rend le plus heureux, qui alimente le plus le loup blanc aussi, hein, tout en ayant conscience du loup noir, mais qui va du coup donner à manger à quelque chose qui demande à être nourri, qui est notre zone d'optimisme. Et l'optimisme, c'est pas de se dire tout va être parfait, c'est de se dire ça va être difficile, mais au bout du tunnel, il y a de la lumière. Merci beaucoup, cher Emmanuel, pour ce tips. Je rappelle que ton livre est encore disponible et vous pouvez vous jeter dessus parce que c'est passionnant. On va accueillir très bientôt une personne extraordinaire aussi et qui, pour le coup, je pense, a un cerveau qui fonctionne plutôt bien ou qui a choisi de l'utiliser au mieux. C'est Céline Van Til. Elle est impressionnante. On est très heureux de l'accueillir sur ce plateau. Juste avant, on va faire une petite pause pour tout installer correctement. Et le temps aussi de remercier Emmanuel bien pour sûr. sa présence avec nous. Merci à vous. Merci à vous. C'était passionnant d'échanger. Merci à Mehdi aussi et merci pour votre accueil. À très vite, Emmanuel. Merci de. À bientôt. Les travaux d'Emmanuel parce que c'est passionnant.